Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Radio Bidon. Je m'appelle David Desjardins, je suis en compagnie de Charles Stigui et Emmanuel Moisan. Bonjour messieurs. Salut les gars. Salut. Bon, aujourd'hui, on a deux trucs au menu sur le feu. Donc, on parle des classiques. C'était la fin des classiques. On enregistre ceci lundi. Hier, c'était Liège-Bastogne-Liège, la doyenne. Donc, ça concluait la campagne des classiques printanières. Et on va parler aussi de vélo de montagne avec Gilles Morneau. En fait, c'est toi, Emmanuel, qui t'es entretenu avec Gilles. Ça va constituer la deuxième partie de l'émission. De quoi tu nous parles avec, je disais la doyenne. Lui, c'est presque le doyen du vélo de montagne au Québec. Une espèce de Jedi du vélo de montagne, effectivement. On a parlé de son nouveau guide du vélo de montagne qui fait suite au guide qu'il avait publié l'année dernière, le guide du Fat Bike. Donc, on a parlé de ce guide-là, puis de la façon de se préparer là, pour la saison de vélo de montagne qui s'en vient. Autant sur le niveau physique, se préparer soi-même, préparer son vélo, puis préparer les sentiers. Une discussion très intéressante. Parfait, on va écouter ça avec plaisir, mais avant, j'ai des questions. On fera pas le retour complet, là, un résumé là, des classiques. J'avais envie qu'on le prenne un peu autrement parce que on a du recul, on a vu plusieurs courses chez les hommes, chez les femmes. Hein, d'ailleurs, on va parler des deux aujourd'hui. Puis je voulais voir un peu qu'est-ce qu'on retient justement de cette campagne de classiques là. En commençant par même s'il n'y a pas eu de Paris-Roubaix cette année. Ça a été laquelle votre course favorite? Je commence avec toi, Emmanuel. Ta classique favorite cette année, c'était quoi? Tour des Flandres, j'ai sélectionné le Tour des Flandres, autant chez les hommes que chez les femmes, parce que année après année, c'est probablement ma classique préférée. Je trouve qu'il y a un beau mix de l'espèce de chaos de Roubaix, mais de courses plus traditionnel aussi, mais avec les pavés, tout ça, une course d'attrition chez les hommes, chez les femmes, ça a été enlevant jusqu'aux 10 derniers kilomètres. Là, c'était très, très serré, très intéressant. Fait que c'était ma favorite cette année. Ouais, chez les femmes, ça a fini avec le Van Vleuten Show de manière imposante et magistrale. Charles, toi, ta course cette année? Difficile d'en distinguer une en particulier. Je trouve qu'il n'y a rien eu de vraiment extraordinaire. J'ai pas détesté la Flèche Wallonne, spécialement chez les femmes. Mais tu sais, c'est des moments de course, là. Il n'y a pas une course qui m'a gardé en haleine pendant plusieurs heures. Je vais y aller avec la Flèche pour cette fois-ci. Ouais, moi, tu vois, je suis comme Emmanuel, le Tour des Flandres, mais surtout du côté masculin. Pour le spectacle de Casper Asgreen puis de la Deceuninck Quick-Step parce que tu disais bon moi ça m'a gardé au bout de ma chaise parce que bon t'as l'échappé, t'as le gars qui est tout seul, est-ce que le peloton va finir par le reprendre? Finalement il y a un groupe qui le reprend, il y a plein de Deceuninck Quick-Step dans ce groupe-là, il y a Mathieu Van Der Poel qui est là, tu sais qui va faire quoi? À la fin on a un sprint à deux, on a pour commencer Casper Asgreen qui profite, nous fait un genre de Fabienne Cancellara, là, puis il profite un lieu un peu avec du mobilier urbain, pour pouvoir partir à droite sans trop être vu. Repart après avoir été en solitaire pendant super longtemps. OK, on arrête tout. Là, si vous êtes mêlé puis que vous comprenez pas où est-ce que je m'en vais avec mes skis, c'est normal. C'est moi qui suis mêlé. Donc, j'ai mêlé E3 et le Tour des Flandres. Donc, au Tour des Flandres, Casper Asgreen ne se ressauve pas, etc. Donc, il part avec Wout van Aert et avec Mathieu Van Der Poel. Il termine tout seul avec Mathieu Van Der Poel et tout ça, et c'est le duel final. Et c'est bien à E3 où il va s'échapper deux fois. Alors, je m'excuse pour la confusion. Avant d'aller plus loin, on retourne à l'émission. Puis, il finit par gagner un sprint où tout le monde le voyait perdant. Donc, c'est quand même une course pas mal spectaculaire. Puis, avec un méchant moteur qu'on connaissait, mais qu'on a découvert, là, son directeur sportif dit que c'est une mobilette vivante. Là. Puis il avait gagné, je pense que c'était E3 là, qui avait gagné quelques jours plus tôt. Là, donc il nous avait montré là, qu'il était dans une très, très grande forme. Votre révélation... Oui, vas-y, Charles. Il va falloir par finir. Ben, en fait, tu sais, tout ce que Lefebvre touche chez Deceuninck Quick-Step a tendance à se transformer en or. Ouais. Même, ça fait pas partie des sujets du jour, mais même Mark Cavendish, Cavendish en a gagné 4 récemment. Ouais. Puis, fait que, anyway. Ouais, il est très fort. Je regardais le nombre de résultats. Là. Il est assez habile. D'ailleurs, Lefebvre sur les réseaux sociaux là, pour faire reluire son plastron, mettons. Puis, donc, il montrait hier les résultats. Puis, tu fais comme genre, ouais, OK, d'accord. Encore une fois, vous avez torché les classiques. Là,
assez magistralement. C'est dur de parier contre lui, mettons. Ouais, en termes de points, là, si tu regardes là, le nombre de coureurs qui font des top 10 à toutes les courses, là, c'est assez incroyable. Non seulement ils récoltent des victoires, mais ils ont plusieurs coureurs qui sont dans les meilleurs malgré tout là, derrière ça. La révélation de l'année, votre révélation, je commence par toi, Charles, cette fois-ci. Demi Vollering du côté des femmes, Mhm. on la savait très forte. Elle a merdé, voyons, à l'Amstel où elle était gagnante. Elle a levé les bras, elle s'est fait passer à la Philippe. Là, elle a Ouais, bien fait ouais. ça. Elle a travaillé pour Van der Breggen à la course suivante, à la Flèche. Puis finalement, à Liège-Bastogne-Liège, j'ai réussi à le dire, one shot sans me tromper. Voyons, Van der Breggen a travaillé pour elle, puis elle a fini par l'emporter au sprint de magnifique façon pendant que Van Vleuten pilait des patates à côté d'elle. C'est quand même assez révélateur. Mhm. C'est que pour moi, en 2021 jusqu'à date, les classiques, là, c'est de son côté que ça se passe. Ouais, 24 ans, Vollering, jeune, avec une belle constance de résultats là, cette année. Là, on l'a vu, là, elle était toujours là, top 10, top 5, là, top 6. Là, donc, elle était vraiment elle semble vraiment dans de belles dispositions. Puis elle est jeune, puis c'est cycliste montante là, chez SD Works. Emmanuel, ta révélation de Ouais. l'année? À date, moi, j'ai marqué Tom Pidcock parce qu'on le savait lui aussi très fort. On connaît son pedigree. Il débarquait là, sur la route puis il a enchaîné des résultats très impressionnants. Là. Sixième à la Flèche, deuxième à Amstel, premier à la Flèche Brabançonne, cinquième à Strade Bianche, troisième à Kurn-Bruxelles-Kurn. Il y a eu un très gros printemps. Il a montré là, que la filière du cyclocross débarque avec des aspirations très sérieuses là, dans le monde du Oh, cyclisme ouais. sur route. Matteo Trentin dit l'année prochaine, je fais du cyclocross hors Je vais saison à la blague, mais peut-être y songer, pas mais tant que ça, ouais. Ouais. probablement pas non À la plus. blague, mais pas tant que ça. Bon, ben, moi, on s'ostinera pas longtemps. J'avais mis Volring puis Pidcock aussi pour mes deux révélations. Donc, Ah. on est dans la même gang. La stratégie, votre stratégie, le truc là, qui a bluffé tout le monde, le moment là, où là, il s'est passé quelque chose qui a fonctionné, une équipe a fait un truc ou un coureur a fait un truc, puis ça a endormi tout le monde. Qu'est-ce que c'est que vous avez sélectionné? T'en as fait mention il y a 2 instants, Casper Asgreen à E3 qui passe une partie de la journée dans l'échappée, une cinquantaine de kilomètres, qui se fait reprendre. Il y a un moment de pause, il repart. Tout le monde pense qu'il va aller s'étouffer 300 mètres plus loin. Ben non, il refait un 5 kilomètres tout seul. Puis en même temps, il est bien servi par une équipe. Tu sais, la pancarte, elle sert des deux côtés, c'est-à-dire que en laissant partir quelqu'un, s'il y a encore des De Koninck Quick-Step dans le pack, ben les gens n'ont pas tendance à tenter de reprendre la personne qui se sauve. Puis dans ce cas-là, ça a marché formidablement bien. Là. De mon côté, ça a été ça la stratégie. Tu sais, textbook, là. C'est Ouais. un Comme ça excellent devrait se choix, passer. puis je pense qu'il est d'autant plus validé par la force de cette équipe-là, comme tu le mentionnes, Charles, parce que une équipe plus faible, probablement que ça serait pas passé de la même façon. Mais effectivement, ils ont tellement Non, tellement de exact. cartes à jouer, tellement de pions, puis tout le monde semble tellement sur leur garde quand ils sont là qu'effectivement, ça permet de faire ce genre de choses-là. Euh, Moi, ça s'est pas passé sur le bike. C'est Julien Alaphilippe qui, dans les entrevues avant la Flèche Wallonne, dit oh, la Flèche, pas tant, je la sens pas tant que ça, moyen, c'est pas une course que je vise cette année. Puis, ben, il a gagné. Fait que, C'est ça. puis, pas un peu Voilà. non plus, là. Va chercher Roglic, tout ça, il passe, il s'en va, il dépose une lettre à la poste, va chercher son pain, puis il gagne. Mais incroyable. Donc, votre coureur, votre coureuse des classiques du printemps, là, un Tchak ou un homme ou une femme, comme vous voulez. Il y a beaucoup de monde, hein. Tu sais, les victoires ont été réparties à droite à gauche, puis je vais en prendre un qui a pas gagné de classique, mais qui est impressionnant, qui prend sa place, puis qui sert un propos plus large que juste ses victoires à lui. C'est Ouais. David Gaudu, à la Française des Jeux, qui est là, qui est solide, qui est constant, qui montre qu'il est capable d'être là. Tu sais, tu parlais il y a un instant de la Philippe qui est allé chercher Roglic comme si il était arrêté.
Mais tu sais, dans ce genre de move-là, Gaudu est présent. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les grands tours, mais c'est peut-être pas ça l'intérêt non plus. Moi, c'est un coureur que j'ai regardé avec beaucoup, beaucoup de plaisir, puis tu sais, que je vais continuer à regarder. Il a l'air de rouler dans le plaisir. Il n'a pas l'air d'être le sujet de toutes les discussions de tous les commentateurs français du cyclisme, ce qui donne peut-être une chance aussi. Salutations à Thibaut Ouais. Pinot. Qui, on l'a appris, fera pas Mais le donc voilà, Giro, Gaudu, etc. Qui, quand ouais, c'est qui n'a pas la non, forme. ça a pas l'air ça a l'air d'être parti pour une deuxième Et le mauvaise dos, année. je pense. Il y a encore. Oui, le dos. Ouais, voilà. Manuel, ta sélection du Pour ça, MVP pour Wout des... van Aert, Ouais. parce qu'il y a eu un printemps tout simplement éclatant, là, avec encore là, des résultats incroyables, là, des premiers à l'Amstel, deuxième à la Flèche Brabançonne, Milan-San Remo en troisième place. Il a accroché le deuxième rang de Tirreno Adriatico en plus par-dessus tout ça. Alors j'ai donné ça à Wout van Aert. Il a l'air d'y manquer juste, là, tu sais, quand la puissance sur un 5-10 secondes, là, très très puissant, là, tu sais, puis ça vient probablement avec le fait que il est de mieux en mieux dans les montagnes, puis il est habitué, tu sais, de tenir là, une puissance élevée pendant des bons moments, fait que forcément ça affecte, tu sais, ta puissance très élevée sur des courts instants, là, une espèce de sprint là, de 15-20 secondes. Quand, par exemple, là, justement, Van der Poel s'est envolé, là, tu sais, puis que Kasper Asgreen a été le seul à être capable de le suivre, ben là, lui, il était plus là du tout là, à ce moment-là. Là, donc, c'est ça. Donc, il y a comme... il manque juste cette petite pointe de force, mais sauf que sa pointe de vitesse sur le sprint est là en motadie, par exemple. Là, ça, c'est assez incroyable. Dans mes faves, mes coureurs du printemps, ben moi, j'ai pris Pogacar parce qu'il a encore gagné un sprint, là, tu sais, puis il nous a encore montré que quand il vient faire une course, il vient la gagner, qu'il est vraiment intelligent. Son positionnement à la fin, là, il est tellement parfait là, à la fin de la doyenne là, sur Liège-Bastogne-Liège. Donc, il est là, il est en arrière, il attend, il est super patient. Tout le monde commence à gosser en avant. On espère tout que Valverde gagnera pas. On espère que Woods va gagner, mais on sait que ça ne marchera pas parce qu'il y a deux très bons sprinteurs derrière lui, tu sais. Mais quand ça part, là, il reste là jusqu'au dernier moment. Il est super intelligent. Tu sais. En tout cas, il m'a encore une fois vraiment impressionné. Il a quoi, 22 ans? Tu sais. J'allais dire, tu sais, il a la moitié de l'âge à Valverde. C'est le gars le moins expérimenté. Puis j'ai re-regardé la finale de la doyenne ce matin. C'est spectaculaire. Il était le plus fort, de toute évidence, Ouais. mais il a été le plus intelligent en prime. Ajoute ça un à l'autre, puis c'est réglé. Là, c'est canné. Il a fait ça magistral. Oui, c'est vraiment, vraiment impeccable. Donc, le pétard mouillé, le truc là, que le coureur ou l'affaire tu sais, qui n'a pas marché pour vous ce printemps. Euh, Est-ce que c'est là qu'on parle de Chris Froome On peut, ou ça me on n'en dérange parle pas. pas? C'est à votre discrétion. En fait, ouais. Ben, tu sais, il restait et subsistait un doute, là, mais là, bon, évidemment, c'est réglé. Euh, je suis un peu embêté par la question, honnêtement. Tu sais, il y a des. Il y a- Si tu m'avais posé la question en prospective il y a 2 mois, je t'aurais dit que Cavendish n'aurait pas gagné une seule course, puis j'aurais affirmé ça avec le poing sur la table. Finalement, il a zappé le Tour de Turquie. Je me serais trompé une fois de plus. Ah, c'est pas le plus gros field, là, mais tu sais, Mais gagner, sinon, c'est gagner. Là, tu sais, donc, quand même, ouais. quand même, là, il y avait le sprinter de Alpecin Phoenix, Philipsen. dont j'oublie le nom. Jasperson, quelque chose comme ça. Anyway. Ouais. Philipsen, merci. Mais donc, c'est ça. Je suis un peu embêté dans ta question. Manu, sauve-moi. Moi, Qui a j'ai été ton, choisi les Ineos à ton pétard Liège-Bastogne-Liège qui ont comme pris les choses en main. Je me souviens plus trop combien de kilomètres de la fin, mais
il y avait un bon train, il y avait un bon rythme, il semblait là, vouloir dicter le pace, là, puis de décider, puis prendre les choses en main là, à la Deceuninck Quick Step. Là, c'est nous qui vont runner le show, puis on va l'avoir. Puis ils se sont complètement écrapoutis, là, sauf Kwiatkowski qui a fini un 10 ou 11e, là, qui a sauvé les honneurs. Puis Carapaz, je pense, qui a fini par être disqualifié, relégué parce qu'il a utilisé le super toc et tout ça. Mais tout ça pour dire là, que ça a comme fait patate de façon magistrale après que Théo... aidez-moi avec son nom, là, Geo Gegenhardt ou quelque chose comme ça. Ouais. Gegenhardt. A pris des relais absolument monstrueux là, pour essayer de placer les pions puis tout ça. Fait que vraiment, là, ça a comme fait patate hier de façon exceptionnelle. Puis on a pensé pendant une minute que ça allait marcher. Là, puis il avait annoncé qu'il allait courir différemment ce printemps, cette année, là, puis ça va être une nouvelle patente, puis tout ça. Puis ça avait l'air de tomber en place, tous ces morceaux-là, là, puis ça a fait poète assez vite. Là. Ouais, de ce côté-là, mais du côté d'autres courses, par exemple, on a vu Yates courir très, très agressivement, puis gagner des courses de cette manière-là, donc avec beaucoup de panache, oui, en contrôlant la course par la suite, mais en allant chercher du temps de manière assez spectaculaire. Sur les classiques, ça s'est pas toujours concrétisé, mais c'est sûr que sur Liège-Bastogne-Liège, c'est un peu désastreux, là, parce que tous les efforts étaient là, je pense, au kilomètre 50 ou quelque chose du genre, là, qui partent, là, mais qui s'installent en avant, puis ça dure longtemps, là, puis quand Carapaz finit par s'en aller, ouais, à un moment donné, il prend 15, 20 secondes, là, on se dit, coudonc, ça va-tu marcher? Puis finalement, tout le monde se désorganise, puis ça marche plus du tout, là, donc ça a vraiment ils n'ont pas été capables de déraillé, contrer leur plan, non plus. Ouais, non, ça n'a pas bien été du tout. Il aurait peut-être dû amener Gianni Moscon, qui en a remporté 2 autour des Alpes, dans des étapes type classique. Et d'ailleurs, 2 chatons sont morts. 2 chatons sont morts lorsqu'il a gagné ces étapes. C'est comme quand Nasser Bouhanni gagne des courses, il y a des chatons qui meurent là aussi, quelque part dans le monde. Moi, le pétard mouillé du printemps, encore là, je prends la question un peu de biais, et c'est les nouvelles règles de l'UCI. Donc, et c'est surtout le coureur de chez Rally qui a été disqualifié pour un emballage de bar qui est tombé de sa poche, ou des coureurs qu'on a disqualifiés pour avoir lancé un bidon à des fans ou ce genre de choses-là. Franchement, il va falloir là, revoir les règles de manière là, intelligente et cohérente, là, que ça se tienne. Pour le moment, encore une fois, notre adorée Union cycliste internationale tire pas vraiment là, sur les bonnes cibles, ou en tout cas applique pas les règles. Ça vient de plein de bonnes intentions. C'est une super bonne idée de ne pas vouloir polluer. Ceci étant dit, bon, les véhicules de course, il y a tellement d'autres manières de polluer dans la course cycliste là, qui sont absolument atroces, qu'on pourrait essayer de régler autrement, mais c'est compliqué avec les commanditaires, etc. Donc, vous demanderez au Tour de France, ils vont vous répondre, ben Skoda ne fait pas de véhicules électriques. C'est la réponse du Tour de France quand on leur demande pourquoi ils n'utilisent pas des véhicules électriques, par exemple. La caravane au Tour de France, la quantité de cochonneries, et je pèse mes mots, qui est lancée à chaque étape, là, c'est juste ça, là, on réglerait une partie du problème. Je ne me souviens plus du chiffre, là, mais c'est complètement effarant. Là. Je pense qu'on est dans le million de cochonneries qui sont lancées à chaque année aux fans. Ceci étant dit, la moitié des gens qui attendent sur le bord de la route au Tour de France attendent la caravane et souvent s'en vont après. C'est comme quand tu vas voir du baseball et que le moment où ça crie le plus fort, c'est quand ils font tirer de la pizza puis des t-shirts. Que voulez-vous? C'est comme ça. Donc, voilà. L'équipe du printemps chez les hommes, chez les femmes, bon, c'est déjà entendu. Hein, est-ce que c'est Deceuninck Quick Step, l'équipe du printemps chez les hommes? Ou alors, est-ce que c'est... Facile. Est-ce que c'est Jumbo Visma ou c'est Deceuninck? Moi, j'ai divergé un petit peu. Là. Je vais peut-être vous surprendre, mais c'est pas une équipe qui trône en tête. Mais j'ai choisi les Alpecin Phoenix, qui sont la plus haute classée, qui sont pas dans le World Tour, donc de la 2e division. Ils ont fait un bond de comme 12 ou 13 places par rapport à leur classement de l'année dernière. Puis tout ça ne repose pas que sur les épaules de Van Der Poel. Il y a Tim Merlier qui a très bien fait, puis le sprinter
dont j'oublie le nom à mon Philipson. tour, mais dont on a parlé tantôt, qui a très bien fait aussi. Jesper Philipson. Jasper Philipson. Alors, Philipson, j'ai le les mal ai avec pris Pedersen comme- de la Trek, quoi. Je les ai choisis là, pour faire un peu champ gauche dans cette catégorie-là, là, pour justement souligner que on peut quand même très bien se tirer d'affaire, même si tu n'as pas le budget ou le statut d'équipe World Tour. C'est vrai ils ont bien fait, puis non Et vous seulement serez ça. heureux de savoir que... Ouais. Vas-y, David. J'allais dire, ils ont bien fait, mais ils ont bien fait aussi dans le travail d'équipe. C'est-à-dire que il y a eu des moments où on a vu, par exemple, là, Mathieu Van Der Poel qui avait des problèmes, tout ça, qui devait être replacé, ramené à l'avant, tout ça. On les a vus très, très bien travailler. Une belle cohésion d'équipe aussi là, en termes de travail de groupe. Je te passe la POC, Charles, t'allais dire. J'allais dire que Tim Merlier vient du cyclocross, lui Un aussi. autre. Je Eh oui. voulais un peu souffler dans cette trompette. Donc, chez moi, j'ai choisi une équipe féminine, la Trek Segafredo, que j'ai beaucoup aimé voir. J'aurais pu prendre SD Works, là, qui ont très, très bien travaillé aussi. On voit plus de difficultés chez Canyon SRAM, là, qui ont de la difficulté à placer une coureuse là, au top du podium et même sur le podium. Là, donc, c'est quand même assez difficile. Cassian Iwadoma a signé pour jusqu'à la fin du monde avec Canyon SRAM là, récemment. On est très content pour elle. Mais l'équipe, ils ont un petit peu de misère à livrer les résultats attendus. Même chose du côté de la FDJ, là, où on attend des meilleurs résultats que ça. Mais Colin, chez Trek, vous avez Ruth Winder, vous avez Longo Borghini, donc j'ai regardé Ellen Van Dyke, qui ont toutes remporté des courses ce printemps, mais quand vous regardez les résultats, j'ai regardé, mettons, là, Longo Borghini, elle a gagné Alfredo Binda, deuxième à Strade Bianchi, troisième à la Flèche, troisième à Liège-Bastogne-Liège, quatrième au Flandre, Ruth Winder qui gagne la Flèche Brabançonne. Donc, il y a vraiment une super belle équipe qui travaille fort avec plusieurs coureuses qui sont capables d'aller chercher différentes courses. Donc, c'est vraiment... moi, c'est l'équipe que j'aime le plus regarder courir en ce moment. Bon, puis vous avez la championne italienne, la championne américaine dans l'équipe. C'est comme... Ça torche. Là, c'est une belle équipe à voir aller. Là, vraiment le fun. Oh, oui, quand même. Vraiment trippant. La championne du monde de cyclocross. Oui, c'est vrai. Oui, là aussi. Lucinda Brand. Voilà, il y a du calibre dans cette belle équipe. Exact. Messieurs, vas-y, ouais, Charles. c'est ça. Non, en fait, j'abondais. T'abondais. Alors abonde, mon cher, et on va se laisser là-dessus parce qu'on ne voudrait pas que l'émission dure 4h15. Ça a beau être un podcast, ça ne veut pas dire que nos auditeurs et auditrices ont toute la vie devant eux pour écouter un seul épisode. J'aimerais juste terminer ce segment-là en rappelant à tout le monde que on a des cossins Radio Bidon à vendre. Vous pouvez vous rendre sur notre site Internet. Emmanuel, c'est radiobidon.com, c'est bien ça, le site Internet? Ça ne pourrait être plus simple, effectivement, www.radiobidon.com. Il paraît que la livraison est extrêmement rapide. Alors, on a des bidons Radio Bidon. On a des casquettes, on a des foulards. Des hat-savers, des cols. Des cols. Donc, si vous voulez nous encourager puis obtenir quelque chose en retour, donc pas seulement aller sur notre site, mettons SoundCloud et peser sur le bouton bleu et faire un don au montant de votre choix, ce qui est aussi une possibilité pour nous venir en aide à nous, pauvres pêcheurs qui passons beaucoup de temps à regarder des courses de bicycle pour en parler avec vous, vraiment juste pour en parler avec vous, sinon on les regarderait pas, c'est sûr. Et donc, vous pouvez nous encourager en achetant des goodies Radio Bidon qui vont vous servir dans la vie de tous les jours. Sur ce, Emmanuel, on écoute ton entrevue avec Gilles Morneau. Et messieurs, bien, c'était un superbe printemps de course. On se reparle très bientôt pour les courses à étapes, le Giro, toutes les choses qui s'en viennent. Alors bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Radio Bidon. À l'aube de la saison de vélo de montagne, on reçoit aujourd'hui Gilles Morneau qui va nous parler de son nouveau livre qui est paru récemment. On va aussi parler avec lui de la meilleure façon de se préparer à une saison de vélo de montagne, autant sur le plan physique que mécanique. On va aussi aborder l'aspect comportemental, comment bien se comporter en sentier, l'étiquette du parfait rider de vélo de montagne. C'est un aspect crucial là, dans un contexte de popularité grandissante de notre sport. Gilles Morneau, tu cumules 35 ans
de vélo de montagne, des milliers de kilomètres parcourus en sentier, 400 jours de compétition répartis sur 28 années, 50 voyages de vélo dans 17 pays, plusieurs décennies à la barre d'organismes liés à la promotion et développement de sentiers. Tu transmets aussi ta passion aux lecteurs du magazine Vélo Mag depuis 2001 dans des chroniques d'humeur et de reportages, des dossiers, des essais d'équipement. Et là, tu nous proposes un nouveau livre dans la collection Guide Vélo Mag. C'est le guide pratique du vélo de montagne, Le bonheur est dans le bois. Gilles Morneau, bonjour, bienvenue à Radio Bidon. Bonjour Emmanuel. Je ne disais pas toute cette belle introduction-là pour te vieillir, mais plutôt pour montrer toute la crédibilité, tout le sérieux qu'il y a autour du personnage Gilles Morneau. Mais ça me vieillit pareil. Ouais, ça nous rajeunit pas, effectivement. Quand on regarde des chiffres comme ça, c'est impressionnant. On s'était rencontrés là, il y a peut-être 1 an ou 2 là, pour parler de ton guide de Fat Bike. Là, ouais. Tu viens de publier un guide de vélo de montagne qui tombe à point pour la saison 2021. À qui s'adresse ce livre-là? C'est-tu principalement pour les néophytes ou les intermédiaires, les experts vont y trouver aussi là, de l'information intéressante? C'est vraiment ciblé pour les néophytes, là, avant tout. Là. C'est un résumé de tous les trucs que toi et moi, on a appris là, par essai et erreur au fil des années, là, à force de faire du vélo de montagne, là, des choses que la plupart des experts connaissent, là, mais que les néophytes gagnent à apprendre, là, comment entretenir son vélo, comment le piloter, comment le magasiner, choisir son équipement, toutes des choses de base qui peuvent paraître un petit peu compliquées en partant, mais qu'on essaye de démystifier là, assez rapidement. Les experts, je pensais à ça, puis je me disais peut-être qu'ils vont aimer la partie historique, là, parce qu'il y a beaucoup de monde. Nous autres, on a connu les débuts, les balbutiements, là, l'évolution du sport, on l'a vu grandir, là, mais il y en a beaucoup de passionnés des plus jeunes là, qui ont pas connu cette époque-là, là, puis aussi l'influence que des Québécois comme Patrice Drouin ont pu avoir là, sur l'histoire du vélo de montagne. Là. Parce que c'est un sport qui commence à avoir un bel historique, là, puis on voit maintenant la 2e puis la 3e génération, là, les enfants puis les petits-enfants là, de certains riders là, qui commencent à fréquenter les sentiers. Tu disais là, il y a deux minutes là, que le vélo de montagne peut paraître complexe un peu pour les néophytes. Il y a une longue liste d'équipements qui est requis pour pratiquer ce sport-là. C'est rendu segmenté maintenant, le cross-country, la trail, l'enduro, le ci, le ça. On peut s'y perdre un peu. Il y a toute l'image aussi de sport extrême là, qui colle à ce sport-là. Puis qu'il faut peut-être profiter pour dépoussiérer un peu aussi. J'en profite pour te demander, le vélo de montagne, est-ce que c'est un sport intimidant? C'est-tu un sport qui est difficile d'approche pour les nouveaux? Ben, ça fait plusieurs années qu'on travaille justement à enlever ce mythe-là. Là, tu sais, au siècle dernier, c'était plus réservé à des gens plus aventureux et kamikazes, si on peut dire, parce que les sites pour faire du vélo étaient pas adéquats, là. Fait qu'on en faisait un peu n'importe où, n'importe comment, là. Fait que là, depuis les derniers 15 ans, là, le portrait a beaucoup changé. On a développé beaucoup de centres de vélo de montagne vraiment dédiés à ça, où c'est possible d'en faire de façon sécuritaire, tu sais. Fait que là, par contre, avec toute notre communication qui est vraiment orientée médias sociaux, on dirait qu'on est en train de retourner à cette image-là là, de hardcore. Là, tu regardes les vidéos, là, puis c'est des sauts, des cascades épouvantables. Fait que ça, c'est un petit peu un enjeu, là, et il faut que les gens qui envisagent ce sport-là ne se laissent pas intimidé, si on peut dire, par cet aspect-là hardcore un peu qui est souvent véhiculé là, par les plus enthousiastes. Là, parce qu'il y a moyen de faire du vélo de montagne, de s'initier de façon sécuritaire là, à plusieurs endroits au Québec. Là. Fait que faut passer par-dessus cette image-là là, de casse-cou, là, puis se dire que c'est vraiment un sport accessible à tous. Là, puis, dans le livre, j'essaie de justement expliquer les catégories
de pratique, si on peut dire. Là. C'est pas le vélo de montagne, c'est pas juste de la pratique en descente là, dans des sentiers impossibles. Là. C'est aussi de ce qu'on appelle de la trail, là, du sentier qui monte, qui descend en pleine nature. Tu sais, fait que c'est vraiment une expérience qui est ouverte à tous. Ça parle aussi, j'imagine, ton bouquin parle d'équipement, parle de la préparation aussi physique, comment aborder ce sport-là là, au niveau physique aussi, comment s'y préparer? Oui, ben c'est plutôt des trucs de pilotage. Là. Je suis pas allé trop loin du côté conditionnement physique. Là. Je prends pour acquis que les gens vont être déjà assez en forme pour être capables de pédaler sur un vélo. Là. On s'adresse beaucoup à une clientèle aussi qui vient du secteur de la route. Hein. Les gens trouvent ça de moins en moins sécuritaire de faire du vélo avec la circulation puis tout ça. Là. Le vélo de route, il y a beaucoup de gens qui passent du vélo de route au vélo de montagne. Là. Fait que côté entraînement puis tout ça, on n'a pas mis trop l'accent là-dessus. Plus sur des situations spécifiques au vélo de montagne, là, comment s'équiper puis comment piloter un vélo de montagne. Là. Un autre des gros défis là, des nouveaux arrivants dans ce sport-là, c'est de sélectionner la bonne bicyclette pour leurs besoins. On en parlait en introduction, c'est tellement rendu segmenté. Les débattements, tu as du 100, du 110, du 120, du 130, du 140, etc., etc. C'est même rendu qu'il y a des vélos de montagne avec des drop bars, des guidons de route, les dropper posts, les one by, les roues de 27.5, les roues de 29. Et fais-tu un peu de ménage là-dedans? Essaies-tu de vulgariser ça, d'orienter un peu les gens? Oui, les gens ont beaucoup de questions là-dessus. Hein? Il y a tellement d'options. Là. Tu parlais du débattement, mais la géométrie est encore plus importante que le débattement maintenant là, pour comprendre le bon choix de vélo à faire en fonction de sa pratique. Là. Fait qu'évidemment, on démystifie là, quelle géométrie choisir pour la pratique qu'on veut faire, quel débattement choisir, les avantages, les inconvénients des formats de roue. Là. Fait que c'est tous des points qu'on a avantage à bien comprendre avant de s'acheter un vélo. J'ai aussi même fait un petit chapitre sur comment acheter un vélo usagé. Là, dans le moment, étant donné que le marché du vélo neuf est quand même assez difficile, c'est difficile d'avoir des vélos. Il y en a beaucoup qui se tournent vers l'usager, mais comment fais-tu pour évaluer un vélo qui est devant toi? Là? Fait que j'ai mis comme une dizaine d'étapes à suivre, là, les choses à regarder là, pour bien évaluer le vélo et être sûr qu'on s'embarque pas là, dans un vélo qui va nous coûter une mise au point de 500$ ou 1000$ quand on va l'amener. Effectivement, c'est un marché qui est en pleine effervescence aussi, là, le marché de l'usager, de par la rareté qu'on voit en magasin aussi. Le vélo de montagne connaît une popularité sans précédent là, depuis quelques années. On l'a vu, les centres aménagent de plus en plus de sentiers, de plus en plus de monde, diverses clientèles qui s'y croisent. On en a parlé en introduction aussi. C'est rendu qu'il y a des gangs de jeunes, les clubs, les gangs de filles qui roulent ensemble, les petites familles qui s'en vont pique-niquer sur le bord de la chute, la gang de monsieur, madame en bicycle électrique. Il y a une cohabitation maintenant là, qui s'installe dans les centres de vélos de montagne qu'on ne connaissait pas quand on a commencé à rouler, toi puis moi. Comme je m'amuse souvent à dire, je croise en une journée maintenant dans les sentiers plus de monde que j'en croisais dans toute une saison quand on a commencé à rouler. Ça parle de ça un peu, ton livre aussi, comment se comporter en sentier, comment cohabiter, comment on vit. Comment s'intégrer dans la gang, si on peut dire. Là. Ouais. Il y a tout plein de trucs pour les jeunes d'aller de s'inscrire dans un club ou dans un camp de vacances spécialisé. Pour les adultes, il y a des clubs juste pour les filles. Je les énumère. Prendre un cours de vélo de montagne, ça c'est une bonne idée aussi pour commencer, pour se donner confiance puis tout ça. Là. Y aller progressivement. Puis ne pas avoir peur d'embarquer dans ce sport-là. Là. En général, les gens de vélo de montagne, comment dire, sont très accueillants, sont très grégaires, puis sont contents d'avoir du nouveau monde qui embarque dans leur gang. Là. Fait que tous les nouveaux venus sont facilement acceptés.
Une nouvelle catégorie là, qui est en très, très forte progression, on le voit bien là, dans les sentiers depuis 1 an ou 2, là, c'est toute la catégorie des vélos de montagne à assistance électrique. Est-ce que tu en parles un petit peu dans ton livre aussi? Oui, il y a un petit chapitre sur les choses à regarder si on veut s'acheter tout de suite un vélo de montagne électrique, là. Pour ce qui est du reste, que tu achètes un vélo électrique ou que tu achètes un vélo ordinaire, si tu dois apprendre à faire du vélo de montagne, c'est quand même les mêmes habiletés qui sont là. C'est simplement la machine qui est différente, puis les possibilités qu'elle te donne. Là, selon ta condition physique, tu deviens un Superman du jour au lendemain sur une de ces machines-là. Là. Alors, ça t'ouvre plus d'horizons, là. Fait que, effectivement, quelqu'un qui pense à s'acheter un vélo usagé a quand même à apprendre tout plein de choses sur le vélo de montagne comme tel. On en a parlé en introduction de l'émission. T'es une légende québécoise du sport du vélo de montagne, mais j'ai cru comprendre que la préface du livre avait été signée par une encore plus grande légende que toi. Parle-moi donc un petit peu de ça, s'il te plaît. Ben oui, le vélo de montagne est né à plusieurs endroits aux États-Unis, là, mais particulièrement dans le coin de Marin County, près de San Francisco, là, près de Fairfax. Fait que là, il y avait une gang de jeunes qui roulaient sur des vieux vélos Schwinn là, à tire balloon des années 40, là, puis qui s'en allaient dans la montagne à côté, puis qui s'amusaient à descendre les chemins forestiers le plus vite possible. Là. Fait que ça, c'était Gary Fisher, Fred Wolf, puis Joe Breeze. Fait que Joe Breeze, maintenant, est rendu directeur du Mountain Bike Hall of Fame, le musée du vélo à Fairfax. Si vous passez par là, c'est vraiment intéressant. Là. Moi, j'avais visité la première édition qui était à Crested Butte, Colorado, là, parce que là aussi, ça a parti de là en même temps. Là. Fait que en cherchant des photos pour le livre, Jacques, mon rédacteur en chef chez Vélomag, a communiqué avec le Mountain Bike Hall of Fame pour avoir des photos. Puis s'est aperçu que la personne qui répondait, c'était Joe Breeze. T'sais. Fait que le gars très ouvert, ça a tenté de jaser. Fait qu'on s'est dit, on fait-tu une petite entrevue, tu sais. Fait que Joe, c'est lui qui a soudé le premier vélo de montagne vraiment fait pour cet usage-là. Là. Les gars roulaient avec des vieilles guenilles qui brisaient tout le temps, tu sais. Fait que lui, à un moment donné, lui, il était soudeur. Puis il s'est dit pourquoi que je m'en ferais pas un. Fait qu'il s'en est fabriqué un, puis là, il a rendu tout le monde jaloux. Là, c'est lui qui gagnait toutes les courses. Fait que là, il en a soudé une dizaine pour ses amis, puis une autre dizaine pour d'autres clients. Puis c'est un petit peu comme ça que ça a parti. Là. C'est Gary Fisher qui vendait ces vélos-là, puis ensuite ça a fait boule de neige, puis c'est devenu le sport qu'on connaît maintenant. Alors, Joe, il était assez généreux pour répondre à mes questions, puis super intéressant, le gars. C'est cool d'en apprendre aussi sur le sport qu'on pratique, alors qu'on soit néophyte ou des vieux de la vieille comme toi puis moi, on est toujours avide de connaître un peu les racines de ce sport-là. Gilles, on le sait, en fait, ce livre-là, il est disponible via le site internet de Vélo Québec, je crois. Est-ce qu'il est disponible en magasin? Librairie, dans toutes les librairies, là, les librairies indépendantes, les Renaud-Bré de ce monde, tout ça. Sinon, on peut le commander sur vélo.qc.ca, là, sur le site de Vélo Québec. Là. Il existe en version papier, version numérique aussi, je pense. Hein? Ouais, 12$ numérique puis 15$ papier. C'est pas cher payé là, pour quelqu'un qui veut s'introduire dans ce sport-là puis ne pas commettre quelques erreurs très coûteuses qu'on commet tous en commençant dans ce sport-là, en achetant le mauvais équipement ou etc. Là. En brisant des choses. En brisant des affaires ou en achetant des trucs trop cheap ou en achetant des affaires trop haut de gamme pour ce qu'on a besoin en commençant aussi. En tout cas, on le conseille à tout le monde là, qui a le goût de s'initier à ce sport-là. Procurez-vous ce livre-là. Gilles, on te sait très impliqué auprès de la Vallée Bras du Nord, qui est une coopérative de solidarité qui s'appuie sur un modèle novateur de gestion coopérative. Tu es donc très, très bien placé pour témoigner de tout l'engouement autour de la pratique du vélo de montagne et puis tout le dynamisme aussi là, qui anime les différents centres de vélo de montagne de la grande région de Québec, particulièrement Bras du Nord, la Vallée Bras du Nord en ce qui te concerne. Comment t'expliques ce phénomène-là, cette espèce de je veux pas dire de deuxième vague, mais
Pourquoi ça a pris 25-30 ans à ce sport-là à devenir aussi populaire? C'est vraiment les sentiers qui font toute la différence maintenant, là. Avant ça, on n'avait pas d'endroit pour pratiquer. Alors, c'était vraiment ceux qui étaient vraiment maniaques qui allaient dans les bois, qui se trouvaient des endroits, des pistes de ski de fond, des lignes d'hydro. Fait que c'était le fun comme sport, mais comparé à ce que c'est devenu maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on a construit des sentiers, des single track, des sentiers étroits vraiment dédiés à la pratique de ce sport-là. Puis c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que maintenant, c'est un sport qui a atteint sa maturité, si on peut dire, là. Fait que c'est vraiment les sentiers. C'est ça qu'on disait il y a 15 ans aux administrateurs, aux gestionnaires, aux élus municipaux. On leur disait if you build it, they will come, là, comme dans Field of Dreams, là. S'il y a des sentiers, le monde va venir, c'est sûr, là. Puis, ça s'est concrétisé carrément, là. Puis là, c'est rendu la matière première, c'est l'or de ce sport-là. Puis là, on est à l'aube d'une nouvelle saison. Les dates d'ouverture, évidemment, là, des différents centres de vélo de montagne varient en fonction de leur situation géographique. Ça ouvre plus vite dans le coin de l'Estrie, des cantons de l'Est, que dans la région de Québec, etc., en fonction de la fonte des neiges, le dégel du sol. Mais s'il y a une seule règle là, qu'il faut suivre quand on est cycliste de montagne, qu'on soit néophyte, intermédiaire, avancé, casse-cou, pépère, peu importe, c'est de respecter la fermeture des sentiers. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est si important? On se rend compte, nous, c'est évident pour nous, mais on se rend compte que certains nouveaux venus sont pas conscients que de l'état d'extrême fragilité des sentiers au printemps. Tu sais. Les sentiers, là, il y a eu de la neige dessus pendant tout l'hiver. Ils ont déjà été remués par le gel à l'automne, alors ils sont comme poreux, puis ils absorbent toute l'eau de fonte. Puis tu sais, un sentier, l'art de faire un sentier, c'est l'art du drainage. Hein? Il pleut par-dessus les sentiers, puis s'ils sont bien construits, ben l'eau, elle va s'écouler sans affecter le sentier. Mais quand il est fragile comme ça, puis mou en début de saison, ben si tu passes en vélo dedans, tes roues vont créer des sillons, des ornières, puis là, toute la pluie qu'il va avoir va entrer dans ces ornières-là, puis va s'écouler dans le sentier, ça va grossir les ornières, ça va ramollir l'ensemble du sentier. Alors, c'est un passage de roue, là, c'est comme ça se multiplie, les conséquences se multiplient, puis là, avant de pouvoir ouvrir le centre, ben là, il faut réparer qu'est-ce qui a été brisé dans les semaines précédentes. Alors, ça affecte des ressources à travailler, à des choses qu'on serait mieux de travailler ailleurs, à entretenir ou à développer des nouveaux sentiers, mais on est obligé de réparer ce qui a été fait par des gens insouciants là, en début de saison. Fait que c'est très dommage. Il faut le répéter à chaque année, mais c'est ça la réalité. Si c'est fermé, allez-y pas, respectez-le. C'est pas fermé parce qu'on fait exprès, là, parce que c'est sûr que tous les centres, dès qu'ils vont être prêts, ils vont ouvrir parce qu'ils veulent avoir les revenus qui vont avec ça. Fait que si c'est fermé, c'est parce que les sentiers sont pas prêts, puis il faut simplement pas y aller. Même si les premiers kilomètres peuvent paraître secs, effectivement, souvent à la base de la montagne, ça va être sec, mais dès que tu montes un petit peu en montagne, là c'est super mouillé, puis c'est super fragile. Alors, tenez-vous-en il y a déjà, là, on est le 20 avril, puis on est 3 semaines en avance là, sur l'horaire habituel, à cause qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige cette année. Alors, il y a déjà Sentiers Vélo de Lévis qui sont ouverts, que les sentiers sont secs. Alors, ça, c'est les centres qui sont ouverts. Allez-y tout de suite, puis attendez, ceux qui sont fermés, soyez patients, ça va ouvrir plus tard. Mais plus on est patient, plus ça va ouvrir vite. Plus ça va ouvrir vite, puis c'est bon pour la pérennité des sentiers aussi, comme tu le disais, là, c'est des sentiers qui vont durer beaucoup plus longtemps. Ça veut pas dire qu'on peut pas rouler en attendant que les sentiers ouvrent, on peut quand même aller sur la route, on peut quand même se trouver des accotements, des champs, des bords des chemins de terre. Il y en a des endroits qui sont pas des centres de pratique de vélo de montagne où on peut aller
essayer nos nouveaux pneus, nos nouveaux cuissards, se mettre en jambe un peu, rouler un peu sur l'asphalte pour se faire une forme physique. Alors, il y a moyen de rouler un petit peu, mais il faut vraiment attendre là, que les différents centres ouvrent officiellement. Parce que tu le disais, un des pièges, c'est souvent qu'on a l'impression que c'est sec, mais on roule un petit peu, on arrive sur un autre versant de la montagne, puis là, c'est encore gelé, il y a encore de la neige ou il y a de la boue, et puis là, c'est là qu'on se fait piéger, là, puis qu'on se met à endommager des sentiers sans le vouloir. Je saute sur un autre sujet, celui de la difficulté là, par les temps qui courent à avoir du service en magasin, puis je dis pas ça au détriment des magasins, des boutiques, ils sont débordés, c'est extrêmement populaire, il y a une pénurie de matériel, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie générale dans l'industrie. C'est très difficile d'avoir un rendez-vous en mécanique là, pour aller faire préparer son vélo au début de la saison. Il y a quand même des choses qu'on peut faire sur sa bicyclette pour s'assurer un minimum de sécurité en commençant la saison. Là, quand on la décroche pour la première fois du cabanon, là, qu'est-ce qu'on regarde rapidement pour s'assurer que notre bicyclette est sécuritaire? On regarde, on gonfle les pneus, on vérifie s'il y a encore une bonne pression hydraulique dans nos freins. On vérifie s'il n'y a pas du jeu dans les moyeux. On vérifie l'usure de la chaîne. En fait, ça c'est toutes des choses qu'il faut faire, non pas en sortant, mais qu'il faut faire lorsqu'on l'entrepose l'hiver. Tu sais. Là, on parle de la pénurie actuelle en boutique, mais la situation est toujours la même. Tu sais, au mois d'avril, au mois de mai, qu'on soit en temps de COVID ou pas, c'est toujours bien difficile d'avoir un rendez-vous. Puis les boutiques sont super occupées. Fait qu'il faut vraiment se discipliner qu'au moment qu'on entrepose notre vélo au mois de novembre, je te dirais entre novembre puis mars, c'est là le temps d'amener notre vélo à la boutique pour qu'ils regardent les pivots, qu'ils graissent les pivots, qu'ils regardent l'usure de la chaîne, qui change l'huile dans les suspensions. Ça, c'est toutes des choses qu'il faut faire annuellement. Alors, si c'est pas fait durant l'hiver, c'est un petit peu trop tard au printemps à ce temps-ci. Là. On peut juste se contenter d'un petit entretien de base. Puis effectivement, c'est un excellent conseil, ça, pour les gens qui arrivent dans ce sport-là. N'attendez pas au printemps pour faire réparer votre bicyclette. Faites-le faire en fin de saison. Vous l'amenez au bike shop, puis dans bien des cas, ils vont être capables de, moyennant un frais, somme toute, relativement minime, des fois, d'entreposer votre vélo pour la saison hivernale si vous n'avez pas de place dans le cabanon. Des fois, ils peuvent le garder pour 20-25$ pour l'hiver, puis ils vont le travailler dessus quand ils auront les pièces, quand ils auront le temps, puis là, vous prenez possession de votre bicyclette au printemps. Tout est en ordre, puis vous êtes prêt à aller rouler. On en a parlé un petit peu aussi tantôt. Le vélo de montagne, c'est un sport qui est exigeant au niveau physique. Avant que les sentiers ouvrent, j'imagine qu'on peut faire des choses aussi pour se préparer à la pratique du vélo de montagne, mais aussi on peut faire des choses pour préparer les sentiers aussi. Hein? C'est en participant à des petites corvées de nettoyage puis d'entretien avec les clubs puis les centres. C'est ça. Il faut se garder au courant. Faut donner notre disponibilité à notre centre préféré, les aviser qu'on veut s'impliquer comme bénévole. Là. Comme je voyais passer la semaine dernière la Vallée Bras du Nord qui faisait un appel aux bénévoles. Là. Fait que j'ai donné mon nom, puis là ils vont m'aviser là, lorsque la prochaine corvée va avoir lieu. Puis on se rend à la corvée. Souvent, c'est pas des travaux très très exigeants. On peut y aller en famille même. Tu sais, il s'agit de racler, d'enlever les bouts de bois qui sont tombés dans le sentier durant l'hiver, puis de donner un petit coup de râteau. Puis ça ressemble à ça. C'est une belle journée à passer dans le bois. Puis on parlait tantôt d'accélérer l'ouverture des centres. Là, fait que si on s'implique, c'est encore mieux. Là. Effectivement, puis ça procure un indéniable sentiment de fierté aussi, là, quand on repasse dans cette section-là pendant toute la saison après, on a comme une petite fierté de dire, ben écoute, là, cette roche-là ou ce virage-là, ou tu sais, ça c'est moi puis ma famille ou c'est moi puis mes amis qui avons nettoyé cette section-là.
Alors, on encourage là, tous les adeptes de vélo de montagne à donner là, au moins une journée là, dans la saison, et plus s'ils le peuvent, là, mais au minimum une journée là, à l'entretien, puis à des petits jobs de branches puis de roches comme ça auprès de leur centre de vélo de montagne préféré. Gilles, j'ai cru comprendre que tu étais rendu le grand Manitou des communications auprès de l'organisation là, du Québec Single Track Experience et de l'organisation du Pentathlon des Neiges. En contexte de pandémie, tout ça, est-ce que vous planifiez un événement pour cet été? Oui, Québec Single Track Experience, pour ceux qui connaissent pas l'événement, là, c'est une course par étapes de 6 jours qui se déroule dans la région de Québec, dans 6 centres différents de la région de Québec. C'est vraiment le meilleur de tous les sentiers. Là. On trace des parcours qui passent par tous les sentiers incontournables. Puis, ça revient à chaque année. Il y a eu 3 éditions à date. L'édition de l'année dernière a été cancellée à cause de la COVID. Cette année, on vise tenir notre événement. On ne sait pas ça va être quoi les mesures, mais l'événement a lieu la première semaine d'août. Alors, ça laisse le temps à en venir. Si on en vient au même scénario que l'année dernière, on pourrait tenir une course là, qui regroupe là, moins de 250 participants. À date, on n'est pas loin. On est à 160 quelques inscriptions reçues. C'est du monde d'un petit peu partout au Québec, en Ontario, aux États-Unis, à travers le monde. Alors, on a déjà une douzaine de personnes qui ont confirmé qu'à cause de la fermeture des frontières, ils ne pourront pas venir. À ce moment-là, ils remettent leur inscription à l'édition subséquente. Fait que, on est confiant de pouvoir tenir notre événement. Ce qui est moins sûr, ça va être la façon dont on rassemble, parce que nous, on a un seul hub qu'on appelle, là. À chaque matin, à chaque soir, on revient au même endroit, au centre-ville, au Collège Mérisy, où notre campement est installé. Alors, ça, le campement, est-ce qu'on va pouvoir, tu sais, il y a aussi de l'hébergement dans les appartements du Collège Mérisy. Alors ça, c'est plusieurs personnes qui viennent de différentes bulles qui prévoyaient habiter ensemble. Fait que probablement que du côté hébergement, transport, on va avoir des adaptations à faire, tu sais. Fait que ça, on revise au jour le jour, puis on devrait prendre des décisions bientôt quant au format que ça va avoir lieu. Qu'est-ce que ça va avoir l'air si ça a lieu, là. Ça demeure un événement très intéressant là, dans le sens où c'est une bonne façon d'expérimenter tous les plus beaux sentiers de la région de Québec, comme tu l'as mentionné. Région de Québec qui est d'ailleurs favorablement positionnée là, dans l'écosystème des destinations de vélo de montagne en Amérique du Nord. Là, je pense qu'on n'a pas à rougir de grand monde là, ici dans la région. Là. Ah non, c'est pas gênant la qualité des pistes qu'on a ici. Là. C'est ça qui fait le succès de notre événement, là, au même titre que BC Bike Race ou Single Track 6 dans l'Ouest. Là, on a des commentaires que les sentiers sont aussi hot que là-bas. Là, puis l'organisation aussi, là, évidemment. Là. Fait que, on n'est pas du tout gêné autant par l'organisation que par l'attrait des sentiers de la région de Québec. Là. Puis même devant ce fait-là, là, devant la qualité, puis devant la demande des gens qu'on rencontre lorsqu'on fait de la publicité pour le Québec Single Track Experience, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin pour venir découvrir ce sentier-là, mais en dehors de notre événement. Il y a des gens qui sont pas libres à ce moment-là ou qui ça leur tente pas de participer dans une course, là. Fait que nous, on offre maintenant le service de guidage, si on peut dire, là, un service de réceptif. Là. Si quelqu'un veut venir, soit pour une journée, pour 4 jours, ou pour vivre on peut faire vivre les 6 jours, les mêmes 6 jours que le Québec Single Track Experience, mais au mois de juin. Là, si quelqu'un décidait de venir puis il veut vivre une expérience là. De vivre la meilleure expérience. Parce que, comme moi, quand on va à l'extérieur, là, je sais pas, on découvre une nouvelle place aux États-Unis, ben là, on passe beaucoup de temps à éplucher les forums de discussion, à regarder Trail Forks pour voir, bon, mais
Tu sais, j'ai 3 jours à passer là, quel sentier que je vais faire, je veux pas en manquer, tu sais, fait que c'est beaucoup de préparation, tu sais. Fait que de se faire guider par un local, ça vaut de l'or, là, tu sais, t'es sûr de faire exactement les sentiers qu'il faut pas manquer. Si toi, t'es pas de calibre pour faire un sentier, ben là, on va adapter la raid, là. Fait que c'est un service qu'on offre maintenant. Puis que, Très intéressant comme truc. Ça va prendre beaucoup de... Ouais. On va se croiser les doigts pour que vous puissiez tenir un événement cette année. On mettra le lien là, vers le site internet de Québec Single Track Experience là, sur nos différents réseaux sociaux. En conclusion, Gilles, j'aimerais ça te balancer quelques petites questions en rafale, juste pour rigoler un petit peu ou pour savoir un peu comment tu te positionnes. Je sais que je t'avais posé cette question-là pour le fat bike, je la repose pour le vélo de montagne d'été. Clippé ou pas clippé, Gilles? Clipper. Clipper toujours. Tu veux-tu une explication ou juste un mot, toi, là? Vas-y, comme tu veux. Moi, je pense que ceux qui roulent clippés en vélo de route vont être avantagés à rouler clippé en vélo de montagne aussi. Ceux qui ont jamais roulé clippé, restez pas clippés. C'est une question de confiance puis de sécurité, là. Mais moi, j'ai toujours roulé clippé, puis c'est sûr que je crois que je suis mal à l'aise lorsque je suis pas clippé. Effectivement. Par contre, il y a tout un pan là, de la pratique de vélo de montagne là, qui roule pas clippé. On pense aux Australiens en particulier qui ont comme introduit cette pratique-là, qui sont extrêmement habiles. Tous ceux qui arrivent d'un background de BMX aussi, il y en a beaucoup qui préfèrent là, les pédales plates. Tous ceux qui favorisent les sauts, le dirt jump, ces affaires-là aussi. Alors, il faut pas bouder l'un ou l'autre. Il faut juste trouver dans quelle gang on est. Puis même si on est dans une gang, ça veut pas dire qu'on peut pas rouler avec l'autre gang. C'est un sport extrêmement inclusif là au niveau des pédales, là, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Chacun ses préférences. Un Jedi du vélo de montagne comme toi, ça doit faire des années et des années que ça n'a pas fait de flat, puis de toute façon, tu dois rouler tubeless, ça doit pas t'arriver, mais je te lance quand même un petit dilemme comme ça. T'aimerais-tu mieux changer un flat en pleine saison des Maringouins sur le bord d'un marécage ou changer un flat à la pluie battante par 2 degrés Celsius à la fin octobre? Je pense que je prendrais la pluie battante. J'ai pas beaucoup de patience face aux maringouins. Moi aussi, je prendrais ça définitivement parce que les maringouins, là, quand ils sont à leur plus vorace, là, c'est impitoyable. Là, c'est sur le bord de rendre fou. D'ailleurs, un autre conseil pour les néophytes, hein, oubliez pas de mettre un petit peu de chasse moustique là, quand vous commencez à rouler pendant la saison des maringouins. Parce que vous serez probablement pas à votre pic de forme encore, puis vous allez avoir le goût de prendre des petites pauses au coin d'une trail ou deux, puis si vous n'avez pas de chasse moustique, vous allez vous faire manger tout rond. La trail qui t'a fait le plus triper en 2020, l'année passée, là, ta trail fétiche de l'année dernière là, que tu rêvais en te couchant le soir, c'était laquelle? Je te dirais la légende à Vallée-Bras-du-Nord. Ça faisait longtemps que j'avais spoté l'endroit, puis ça faisait longtemps qu'on attendait d'avoir la maturité pour pouvoir y aménager une trail, là. Puis la gang de Sentier Boréal ont vraiment fait un petit chef-d'œuvre, là, mais c'est vraiment le paysage qui fait lorsque tu arrives à l'endroit où ça débouche en haut de la chute agile, puis que tu vois le paysage qui se trouve devant toi, là, j'en ai des frissons à chaque fois, là. Même si je suis allé plusieurs fois, là, en été, en hiver, en exploration, puis tout ça, là, à chaque fois que j'arrive là, le poil me dresse ses bras, là. C'est effectivement un super endroit. Destination de vélo de montagne préférée en dehors du Québec? Je te dirais Sedona. Je pense que c'est l'endroit que je préfère là, aller. Là. Si tu me dis là, t'as le droit à juste un voyage à l'extérieur, là, je vais aller à Sedona. Le paysage est tellement beau, puis la diversité des sentiers aussi. Là, la température qui est pas trop chaude non plus. Tout est gagnant là-bas. Il y a une très grosse concentration de sentiers. Tu te prends un Airbnb, tu prends une maison, là, puis tu pars toujours en vélo de
de l'hébergement. Là. Fait que je pense que c'est la place la plus fun dans mon livre à moi. Il y a comme une vibe, le fun aussi à Sedona. Hein? Il y a comme l'ambiance du Far West avec la communauté de vélo. Il y a quelque chose de trippant là, en Arizona pour les cyclistes de montagne. Là. Les hippies qui trippent sur les vortex puis les soi-disant vertus. Ouais, c'est spécial. La course ou l'événement de vélo le plus épique auquel tu as participé dans ta vie à date, c'est quoi? J'hésite entre la MB Race tout près du Mont Blanc, là, qui est une course de 140 km là, dans les Alpes, là, avec un dénivelé épouvantable là, qui m'avait fait souffrir beaucoup. Mais je te dirais que quand on a fait avec ma blonde Trans Rockies en 2004, on a frappé une journée vraiment épique. Là. C'était des sentiers qui étaient en glaise, puis il y avait plu durant la nuit, puis là, c'était en train de sécher. Fait que t'imagines ce que ça fait dans ce temps-là. Là. C'est comme si on roule dans du beurre de pinot, puis la terre s'agglutine autour de nos roues. Là. Fait que ça faisait une demi-heure qu'on était dans l'étape, qu'on avait commencé l'étape, puis les vélos avançaient plus, les roues tournaient plus parce qu'ils étaient tellement pleines de terre, là, de boue. Là. Fait que il fallait porter les vélos sur notre épaule. On ne pouvait même pas les faire tourner en les poussant à côté de nous autres. Puis on avait encore là, je sais pas combien de milliers de mètres de dénivelé, puis je pense que c'était 80 km cette étape-là. Là. Alors ça a été une très, très dure journée. Et ce qui s'ensuit, après ça, faut que tu fasses la file pour 2 lave-vélos pour 500 personnes qui ont des vélos à laver dans le même état que toi. Des patins de frein complètement finis qu'il fallait remplacer. Ça avait été très épique et très cauchemardesque, je te dirais. On a commencé à faire du vélo de montagne, toi et moi. Les suspensions n'existaient pas, les freins à disque non plus. Je te remets devant un autre dilemme de vélo un peu Frankenstein. Il faut que tu choisisses entre un de ces deux vélos-là. Un double suspension avec des freins à cantilever ou un full rigide avec des freins à disque. C'est ton dernier vélo de montagne à vie, lequel tu choisis? Full rigide, là? Ouais. Non, mon âge me le permet plus, là. Tu sais, je pourrais rouler en fat bike full rigide, là, mais je suis plus capable. Là. Mon dos est trop magané. J'ai eu des hernies discales et tout ça. Fait que j'irais pour le double suspension, mais qui freine, freine très, pas. très mal. Ça revient à dire finalement que tu penses que la plus grande innovation dans le vélo, c'est l'avènement des suspensions? Ben pour moi, personnellement, là, ça a fait toute une différence. Là. Mon corps ne suivrait pas si on était encore rigide. Là. Mais tu sais, il y a eu tellement d'innovation. Là, tu sais. C'est sûr que les freins à disque, ça fait tellement de différence là, avec le freinage qu'on avait dans le temps. Là. C'est beaucoup plus sécuritaire maintenant. Puis les géométries, c'est fou comment ça a évolué. Là. C'est fou comment c'était dangereux, là, les vélos qu'on avait au début. Là. Tu regardes ça maintenant, ça n'a plus de bon sens. Pour m'amuser là, au moins une fois par année à ressortir un vieux bicycle de même, là, puis essayer d'aller faire des petites trails, là, je peux te dire que oui, on était un peu fou effectivement de rouler là-dessus, mais c'est tout ce qu'on connaissait. En guise de conclusion, Gilles, si je te permettais d'initier ou d'amener rouler quelqu'un, une personnalité morte ou vivante, faire une ride de vélo de montagne, tu choisirais qui? Ah, c'est sûr que j'irais avec Frank Zappa. Je l'amènerais dans la Sofa, dans la Dirty Love, dans la Zombie Wolf, tous des sentiers qui ont été nommés en hommage à son œuvre. Là. Mais je suis certain que lui, ça l'intéresserait pas. Mais... Probablement pas, mais en tout cas. Comme c'est ma grande idole, si j'ai du temps à inviter quelqu'un puis que j'ai le choix, ça serait ça mon choix. Gilles Morneau, merci beaucoup d'avoir participé à Radio Bidon. Ça m'a fait plaisir, Manu, n'importe quand. À bientôt.